Bonjour à tous. Nous publions depuis maintenant 6 ans le référentiel de l'entreprise apprenante. Et je pense que nous avons appris en 6 mois autant que depuis 6 ans. Le monde a vécu une crise incroyable. La moitié de la population mondiale a été confinée. Grâce à la technologie, nous avons pu survivre à cette crise et certainement nous préparer à rebondir. Qu'aurions-nous fait il y a 10 ans sans ces technologies ? La confiance, à savoir l'expérience client et l'expérience employé, sont la base de l'entreprise apprenante. Pendant cette crise, il y a 2 manières de réagir. Vous allez pouvoir lire dans les journaux « réduire les coûts employés, réduire l'expérience client ». On peut faire aussi l'inverse, à savoir concilier à la fois l'expérience client et l'expérience employée pour continuer à être une entreprise apprenante. Bonjour Barbara. Bonjour Marc. Barbara, pendant la crise, comment vous êtes-vous adaptée pour répondre aux nouveaux besoins des consommateurs ? Pour une entreprise comme L'Oréal, mais comme pour toutes les entreprises du monde entier, il a fallu immédiatement nous adapter, à la fois vis-à-vis de nos consommateurs, mais de façon symétrique vis-à-vis de nos collaborateurs. Cette crise, elle nous a obligés à nous adapter. C'était d'abord un énorme choc, comme je le dis, une espèce de guerre éclair. Et elle nous a obligés tous à nous adapter. D'abord de façon sanitaire, il a fallu protéger l'ensemble de nos écosystèmes, protéger nos collaborateurs. Pour une entreprise comme L'Oréal, c'est évidemment 100 000 collaborateurs qu'il faut protéger de façon sanitaire. C'est maintenir l'activité dans un dispositif très sérieux en termes de santé et de sécurité pour nos 40 usines, pour nos 150 centrales de distribution, parce qu'il faut continuer l'activité. Et puis, c'est 75 000 collaborateurs qui vont se mettre en télétravail. C'est la première adaptation qu'on va devoir mener et au fond, les services qu'on va apporter à nos collaborateurs. D'un point de vue consommateur, d'un seul coup, quand on est une entreprise comme L'Oréal, on vend dans différents circuits, des parfumeries, des pharmacies, des salons de coiffure, des grandes surfaces. La plupart sont fermés et au fond, le seul magasin qui reste ouvert dans le monde, c'est le e-commerce. Et c'est la capacité immédiate à aller shifter vers ce monde du e-commerce et de pouvoir continuer à livrer nos produits de soins vers nos clients. Ça, c'est la réponse immédiate, c'est la réponse au choc. Et après le choc, après la guerre éclair, une fois qu'on a protégé, organisé, mis en œuvre les choses essentielles pour continuer l'activité, et puis c'est la phase d'adaptation. Et là, vous avez raison, c'est un shift complet vers des services et une digitalisation complète de l'interaction. Et à nouveau avec symétrie, vers nos consommateurs, vers nos employés. C'est toute l'intelligence collective qui va se mettre en œuvre. Et moi, c'est ce qui m'a profondément marqué. C'est vraiment cette intelligence collective qui va se déployer. D'un côté, vers nos consommateurs, et eux-mêmes vont être très en interaction, très directe. Il y a une proximité immédiate qui s'est opérée. Et via les moyens digitaux, comment on peut augmenter nos services ? D'abord parce que le seul magasin ouvert au monde, c'est le e-commerce. Et c'est toute la capacité à aller basculer vers un service et une agilité en e-commerce. Mais c'est aussi comment ils peuvent tester nos produits à distance. C'est les virtual try-on, par exemple. Comment ils peuvent essayer du rouge à lèvres, des couleurs de cheveux, connaître les différentes actions de nos différents soins. Et puis, c'est tout le digital média qui va shifter complètement pour avoir un precision advertising qui va s'adresser dans un service sur mesure vis-à-vis de ses consommateurs. Pour les collaborateurs, c'est la même chose. C'est vraiment la même notion de service, comment on peut se mettre dans une immédiateté de collaboration et manœuvrer une intelligence collective. Ce qui m'a frappé aussi, c'est combien ça a nécessité l'onboarding de l'entièreté de l'écosystème. Vous savez, cette crise, elle a révélé de façon plus profonde que ce n'est pas une transformation des services, etc., de façon égoïste, à nous-mêmes dans notre entreprise. Elle a onboardé complètement l'écosystème et c'est un mouvement complet qui s'est opéré en plateforme d'une certaine manière, amont avec nos fournisseurs et aval avec nos clients. Et puis, dans cette vague qui s'est opérée pour une entreprise comme L'Oréal, ça a été aussi immédiatement tout ce qu'on pouvait mettre en œuvre pour réagir face à cette crise. C'est la production de gel hydroalcoolique. On a produit des millions d'unités de gel hydroalcoolique. On a transformé la totalité et repriorisé nos usines pour qu'elles soient capables de mettre à disposition ces produits auprès des services hospitaliers, des EHPAD et des soignants qui étaient en première ligne. C'est, via notre écosystème, la capacité de geler les créances de plus de 100 000 clients et fournisseurs, des paiements comptants aux fournisseurs
pour que là aussi les plus vulnérables ne soient pas emportés dans cette crise qui était aussi une crise de trésorerie. Et puis c'était également toute la partie de donation qu'on pouvait faire avec des associations. Et enfin, évidemment, c'est protéger l'emploi. Et ça aussi, quand on évoque la magnitude de cette crise, vous évoquez, Marc, la notion de coût et de réduction de coûts. Cette crise pour nous, pour une entreprise comme L'Oréal, et j'imagine pour les entreprises qui ont pu le plus s'adapter à cette situation, elle n'a pas été une réduction de coûts. Ça n'est pas la bonne réponse à mon avis. Elle a été en revanche une réallocation des coûts. Elle a été un déplacement des masses, on citait tout à l'heure du média traditionnel sur du média digital. Elle a été du déplacement de masse de coûts à l'intérieur du PNL dans des affectations différentes et dans des accélérations qui étaient nécessaires pour faire face de façon réactive. Mais une fois qu'on s'est dit ça, et maintenant qu'on a quelques mois de recul et la conscience tous, au fond, Marc, qu'on va vivre de nombreux mois dans cette situation, ces changements qui se sont opérés, à la fois des services aux consommateurs, à la fois dans l'interaction avec nos collaborateurs, dans notre façon de co-créer, de développer cette intelligence collective, à la fois dans l'allocation des coûts, elle est durable. Elle est profondément durable parce que cette crise, elle a au fond accéléré quelque chose qui était profondément en cours. Heureusement, on en a eu les capacités techniques d'ailleurs, et elle l'a accéléré pour l'amener à un niveau où il n'y aura pas de retour en arrière et où par ailleurs les grands gagnants, puisque moi j'aime l'éthologie et le côté darwinien également qu'a révélé cette crise, les grands gagnants seront ceux qui ont pris non seulement très rapidement ces décisions, mais qui vont savoir l'inscrire dans la durée et transformer de façon positive et inclusive ce qui a été appris, ce que nous avons appris pendant cette crise, pour revoir leur façon de travailler, leur façon de vivre leur écosystème, mais leur façon de s'adresser à leurs consommateurs. Les deux technologies phares de cette étude, 50%, sont le cloud et le cognitif. Grâce aux plateformes, on peut vivre en monde ouvert. Regardez ce que fait Renault sur la gestion de ses pièces détachées. Regardez ce que font L'Oréal, La Berry, Carrefour sur la traçabilité alimentaire. Quand vous travaillez en système ouvert, vous créez de la valeur, vous créez de l'emploi. Barbara, quel rôle les plateformes, la data, l'IA jouent-elles dans la réponse de L'Oréal à la crise ? Alors Marc, si cette crise, elle a profondément rabattu des cartes, obligé à des changements, au fond, sur le sujet de la transition numérique, de la profondeur du changement emmené par les nouvelles technologies, ça n'a pas changé profondément les choses pour L'Oréal. On s'était engagé depuis de très nombreuses années, vous le savez, dans cette direction, et on a affirmé maintenant depuis 2 ans que nous voulions être le champion de la beauty tech. Donc, les plateformes, l'intelligence artificielle, mais plus essentiellement, à mon avis, la migration vers le cloud et le raisonnement en télétravail, c'est-à-dire des plateformes qui sont à la fois ouvertes sur nos écosystèmes extérieurs, mais ouvertes aussi vers nos fournisseurs, car au fond, c'est ça que cela décrit. C'est quelque chose, un sillon dans lequel on était déjà inscrit. Cette crise, ce qu'elle porte, c'est l'avènement dans les dimensions. La vitesse, et là, à nouveau, c'est l'accélération, plus qu'un changement de paradigme qu'on est en train de vivre, c'est l'accélération. C'est la dimension, parce que si nous le raisonnions tous les uns les autres, au fond, pour nos entreprises, avec ces interfaces, elle est aujourd'hui un mouvement d'ensemble. Un passage en plateforme, c'est par définition un monde ouvert amont et aval, et une co-construction collective, une mise en commun des données et un partage de la valeur, évidemment. Mais c'est aussi dans les dimensions en profondeur et, je dirais, up. En profondeur parce qu'elle inscrit de façon définitivement durable ces mises en plateforme, cette intelligence artificielle, ces besoins d'algorithmes, ces besoins de partage de data dans notre façon de travailler de façon quotidienne, alors qu'elle était plus spécifique, plus liée à certains segments auparavant. Et up, parce que, et ça on le sait tous, cela ouvre des champs d'opportunités, d'imagination, de créativité, d'invention de nouveaux business models qui sont, pour l'instant en tous les cas, infinis. Donc ce n'est pas un changement profond de la révolution numérique de L'Oréal dans laquelle on était très très largement inscrit. Elle est sûrement une accélération, elle est sûrement une amplification. Ce que ça change profondément, je crois, pour nous tous, pour nos entreprises, mais aussi pour les prestataires avec qui nous travaillons, c'est au fond, ça déplace le sujet d'expertise vers un sujet de mise à disposition générale.
Au fond, ces technologies, elles étaient quand même jargonnantes, réservées à des spécialistes, à des accélérateurs, à des laboratoires, à du monde de l'IT. Et d'ailleurs, je trouve que la rotule entre dirigeants décisionnaires et ces spécialistes n'était pas si fluide. Cette révolution, qui est amenée par cette crise, par cette accélération, par sa magnitude et par le champ qu'elle ouvre, c'est au fond de voir que ces prestataires, ces experts de technologie, ils shiftent complètement et ce n'est pas tant qu'ils deviennent essentiels, stratégiques, parce qu'ils étaient déjà profondément. Et là, je parle pour les non-tech companies, ils l'étaient déjà profondément. Mais là, ils deviennent des facilitateurs, des gens qui vont mettre à disposition de façon incroyablement intelligible ces plateformes, les capacités des algorithmes, et c'est cette capacité à participer de façon amplifiante au business model, de façon fluide, simplifiée pour les utilisateurs, pour les dirigeants qui doivent prendre des décisions, qui me paraît être le profond changement au-delà de l'accélération. Pendant cette crise, on a vu émerger dans toutes les entreprises, sans exception, de nouveaux leaders, de nouveaux héros qui sont sortis de leur zone de confort pour aider les autres, au sein de l'entreprise, mais aussi au sein de la société. Grâce au numérique, on va pouvoir non seulement aider les gens à faire leur travail d'aujourd'hui, mais peut-être aussi à retrouver un travail pour demain. Barbara, qu'attendez-vous des nouveaux leaders ? En ce qui concerne le leadership, je crois que cette crise, ou ce choc, elle induit deux énormes changements. Le premier, je pense que ça balaye relativement définitivement ce faux débat qui opposait la tech et l'humain, avec toutes ces espèces de fantasmes de l'humain remplacé par la technologie, par des robots, etc., etc. Plus que jamais, elle a révélé la combinatoire des deux. L'humain et la technologie qui vient mettre à disposition les différents éléments. Mais c'est bien l'humain, pendant cette crise, on l'a vu plus que jamais, qui a été aux manettes pour prendre des décisions dans l'incertitude. Bien sûr, un algorithme peut avoir beaucoup de données et peut avoir beaucoup d'arbres de décision, mais c'est l'humain qui a donné du sens. Et puis, plus que jamais, ces capacités technologiques nous ont permis d'interagir en proximité quand on est en distanciation sociale. C'est indéniable qu'on a besoin d'interaction. Et que si on a tous expérimenté le télétravail, l'intérêt de ces technologies, on a tous aussi mesuré la limite que cela proposait et la co-créativité, l'intelligence de l'imagination, elle ne vient que dans l'interaction humaine, amplifiée par les technologies. Donc moi, cette crise, elle balaye ce débat que j'ai toujours trouvé d'ailleurs assez faux. Et je suis assez enchantée, si je peux dire, que ça soit une des conclusions de ce moment de transition pour les entreprises et pour l'humanité. En ce qui concerne le leadership, votre question est très juste, Marc. Je suis assez certaine que c'est l'avènement d'un nouveau leadership. Alors il y a depuis des dizaines d'années des productions de nombreux articles sur ces nouveaux leaders, l'incarnation des leaders. Je suis une femme, on a imaginé tellement un leadership féminin différent, etc. etc. En revanche, là, la magnitude de cette crise, oui, elle a révélé des nouveaux leaders qui n'étaient peut-être pas tous ceux qui étaient installés dans une zone de confort. Elle a amené un inconfort énorme et c'est beaucoup plus a jailli un nouveau leadership qui est fait, bien sûr, de capacité d'agilité, de capacité de décision, dans l'incertitude. Et ça, c'était très complexe. Mais la capacité de ces leaders a deux choses. La première, à donner et à avoir des valeurs et à transmettre du sens. Plus que jamais, on a été dans une perte de sens, dans une perte de repères. La capacité des leaders de relier les actions qui sont menées à une réalité intime, personnelle à chacun des individus, à conduire dans une vision et à donner du sens est absolument essentiel. Et au fond, ces leaders très mécaniques, très efficients, très performants, qui n'ont pas ce reliement au sens et aux valeurs portées par les actions, à mon avis, se sont fait écarter et seront profondément écartés dans le futur. La deuxième chose, je crois que c'est l'avènement définitif, et c'est au fond une analogie avec les plateformes, de ce leader multiconnecté. Le leadership un peu isolé, un peu pyramidal, un peu omniscient, un peu décidant seul, bon, là, il a été incapable de fonctionner même, ou en tous les cas, n'a pas pu fonctionner avec, je dirais, l'efficacité qu'ont eu des leaders qui ont été capables instantanément
d'être multi-innervé, d'être multi-connecté, de partager des doutes, les risques, des questions, ce que ne faisaient pas un certain nombre de leaders. Et c'est ce nouveau leadership qui, pour moi, est en train profondément d'émerger au-delà des valeurs individuelles de solidarité et de courage. Donc oui, moi je pense que c'est un moment, c'est un pivot dans le changement de leadership. Ce n'est pas un leadership moderne, ce n'est pas un leadership spécifique. C'est véritablement un leadership adapté au monde qui est devenu et qui nécessite ces nouvelles qualités. Et ça va très certainement, de façon darwinienne, rabattre un peu les cartes des leaders qui sont aujourd'hui capables de répondre aux nouveaux enjeux auxquels nous avons tous à faire face. Enfin Marc, vous le savez, notre entreprise L'Oréal, c'est une entreprise plus que centenaire. Et au fond, tout au long de ces décennies, on a développé un adage qui nous conduit dans nos décisions, qui est saisir ce qui commence. Par la soudaineté, par la magnitude de cette crise, je crois que jamais cet adage n'a été aussi essentiel et aussi juste. Ceux qui ont été et qui vont être capables de saisir ce qui commence et de l'inscrire dans la durée vont être ceux qui vont savoir sortir de cette crise d'une façon amplifiée et augmentée. Merci Barbara. Merci Marc et je vous souhaite à tous un excellent Up Forum. J'espère vous avoir convaincu que cette crise est un défi, certes, mais une opportunité majeure pour nous transformer plus vite et plus loin. Merci aux 70 entreprises qui ont témoigné dans l'ouvrage d'entreprise apprenante.